deuxième session, le TSI au service de l'innovation d'entreprise. Et une des réponses, ça peut être l'open source. Et c'est notre partenaire Red Hat France qui va nous en parler avec la country manager. Bonjour Karine, bonjour. Bonjour, donc Karine Braun-Hainaut, qui est la directrice générale de Red Hat en France, qui va nous dire qu'effectivement, un des moyens d'être support et au service de l'innovation, c'est d'utiliser l'open source. Juste un mot, vous aurez tous les slides sur un site post-event à la suite des événements, donc voilà, on vous enverra tout ça d'ici 48 heures. Très bien, bonjour à toutes et à tous. D'abord, Monsieur Duverneuil, vous aviez raison, la statistique est là, à partir d'un certain âge, la presbytie nous gagne, mais ce n'est pas la seule vérité que j'ai retenue de votre présentation de tout à l'heure, je vous rassure. La raison de la présence de Red Hat aujourd'hui sur ce thème de la transformation n'est pas du tout un hasard. D'abord, merci à l'équipe d'IDC de nous avoir invités, à Didier et toute son équipe. Et ce matin, on a parlé je crois qu'on a parlé de Telsa, on a parlé de Netflix. Ça n'est pas un hasard. Il y a un classement qui s'appelle le classement Forbes de l'innovation. Et Red Hat se retrouve précisément entre Tesla et Netflix. Comme quoi, les technologies open source aujourd'hui sont véritablement un vivier de l'innovation. Alors, cette transformation numérique, on en a parlé ce matin déjà, elle s'impose à tous, elle s'impose à tous les secteurs. Dans le domaine de la banque et de la finance, vous avez entendu parler il y a, 15 jours de cela, de la nécessité pour la Société Générale de fermer un certain nombre d'agences, je crois au nombre de 400. La raison, c'est que finalement, aujourd'hui, les utilisateurs de services bancaires sont en ligne et se déplacent beaucoup moins dans les agences. Vous avez également entendu parler d'AXA qui développe des notions de Pay as you drive et qui finalement va étudier le comportement de ces assurés de façon à définir ou sizer des politiques d'assurance qui correspondent véritablement à ce comportement. Donc la révolution du monde de la banque et de l'assurance est en marche depuis un certain temps, mais elle ne s'arrête pas à ce secteur. Ça ne figure pas sur ce transparent, mais une très vieille dame française, j'ai nommé le PMU, qui a 85 ans, était connu pour sa présence dans les courses hippiques, et aujourd'hui le PMU fait du poker en ligne. Donc on voit que la transformation numérique, elle n'échappe à personne. Dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie, je crois que c'est ici même, il y a un an à peu près, il y avait la présentation de Laurent Hydrac, qui est l'un des DSI du groupe Accor et qui annonçait un plan de digitalisation ou de numérisation du groupe Accor qui a été voté pour, je crois, 225 millions d'euros. Et quelle est la problématique du groupe Accor? C'est finalement de réinternaliser la relation client. Aujourd'hui, avec les nouveaux acteurs du marché, les Booking, les Expedia, etc., finalement, Accor était retranché dans une position de provider de services de chambres d'hôtel ou de salles de réunion. Et l'ensemble de l'expérience client, de la réservation sur les sites web jusqu'à la notation, était géré par des concurrents, des TripAdvisor, Booking, Expedia & Co. Et donc, aujourd'hui, Accor veut redevenir le dirigeant de la relation client et maîtriser cette interaction. Accor également, quand on parle de transformation numérique, se retrouve en pleine concurrence avec Airbnb, dont d'ailleurs la caractéristique est que Airbnb ne possède pas dans son patrimoine actuel, ne possède absolument aucun appartement, aucune chambre de quoi que ce soit, et pourtant, c'est devenu un nouveau concurrent d'Accor. Donc, on est en pleine révolution. Dans les telcos, pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu ce secteur, on est sur la transformation des NFV, Network Function Virtualization, qui, d'une façon très schématique, extrait maintenant toute l'intelligence pour gérer les réseaux, va chercher toute cette intelligence pour gérer les réseaux, non plus dans des hardware extrêmement customisés comme ils étaient avant, mais sur des couches logicielles et des couches qui sont dans le cloud. Dans le domaine de la santé, plusieurs rapports gouvernementaux nous indiquent aujourd'hui que la réduction des dépenses et l'augmentation de la prévention
vont passer par le numérique. Et peut-être que chacun d'entre nous, d'ici quelques années, portera des patchs de façon à vérifier le comportement d'un certain nombre, je dirais, d'attributs physiques, de façon à gérer d'éventuels accidents de parcours. Alors, un exemple qui est souvent cité, et je sais qu'on en parle peut-être parfois un peu trop souvent, mais Uber m'intéresse à plusieurs titres. C'est une entreprise qui est 100% digitale, vous allez me dire, c'est plutôt facile puisque nous, ici, dans la salle, nous avons à gérer à la fois un existant et en même temps de l'innovation. Pour Uber, qui est une entreprise très très jeune, ça présente un peu moins de difficultés. Mais Uber, finalement, incarne cette transformation numérique à plusieurs égards. La première, c'est que c'est une entreprise totalement numérique qui ne possède absolument aucun taxi ni aucun véhicule et qui, pour autant, fait concurrence à l'ensemble de l'univers des véhicules qui transportent des personnes. Le deuxième, c'est que Uber incarne complètement le bénéfice des technologies DevOps. Si vous lisez un petit peu ce que dit son patron informatique, il est totalement convaincu de la justesse de son modèle, qui consiste à développer des applications d'une façon extrêmement rapide, de façon à mettre des services à disposition des usagers toujours plus nombreux, toujours plus rapides, en assumant totalement la perte possible de qualité du fait de cette livraison à outrance d'applications. Mais le génie qui est derrière ça, c'est que Uber, par la même occasion, développe un outil qui s'appelle U-Destroy, qui n'est pas pour nous détruire, nous, je vous rassure, mais qui est un outil de simulation qui va aller attaquer le système d'information de Uber pour vérifier son comportement et vérifier qu'il est bien utilisé. Et dernière idée de Uber, c'est que Uber maintenant va attaquer aussi d'un point de vue concurrentiel le mode de la restauration, parce que Uber Eats, E-A-T, comme manger en anglais, va pouvoir être un service à votre disposition demain matin pour vous livrer un risotto dans les 10 minutes ici, avenue Kléber. Donc véritablement, cette société incarne toutes les dimensions de ce que peut être la transformation numérique. Je vois une grimace de Didier, mais... Bon, alors, pas de risotto. Alors, vous allez me dire, ça c'est un petit peu... quel est le risque, en fait, quel est notre risque à tous ici présents dans cette salle? Cette transformation numérique, elle s'impose à nous, et ne pas l'étudier, ne pas la mesurer, ne pas prendre un certain nombre d'accompagnements, de mesures pour évoluer, nous menace d'extinction. C'est peut-être un petit peu radical, mais pour autant, je vous assure que c'est la vérité. Alors, dans ce contexte, le rôle du patron du système d'information, le monsieur du SIGREF disait le divin Shadok. C'est une autre expression de ce divin Shadok. C'est une triple ou quadruple complexité qui s'impose à vous. La première, c'est de gérer l'existant. Et Dieu sait si ça n'est pas facile. La deuxième complexité, c'est de faire ça en dépensant le moins d'argent possible. La troisième, c'est d'innover, on l'a vu tout à l'heure, et d'innover en coopération avec les métiers, de plus en plus, on l'a vu à 85%. Et la quatrième complexité, c'est de mélanger tout ça. C'est d'en faire une supra-méta-complexité. Et donc, c'est ce Superman, ce divin Shadok que vous incarnez tous ici dans la salle. Et soyez tranquilles, nous sommes là pour vous aider. Mais nous avons bien conscience que ce job n'est pas du tout facile. Pourquoi n'est-il pas facile? La première chose, c'est que déjà, chacun de vos utilisateurs considère que d'avoir à disposition de ses doigts une complexité phénoménale est juste normale. Chez Amadeus, qui est l'un de nos clients, les SLA de performance sont à 99,99999, je ne sais même plus où ça s'arrête. Et pourtant, quand vous réservez un billet d'avion, quand vous prenez un avion, quand vous réservez une chambre d'hôtel, vous utilisez leur service et pour vous, il est absolument normal que tout ça fonctionne d'une façon transparente et sans aucun souci. J'ai volé à Carlos Ghosn le concept de la simplexité que vous avez sans doute entendu.
Quel est le concept en question? En 2004, Carlos Ghosn se dit il faut que je fasse à la fois des véhicules ultra sophistiqués qui consomment le moins de pétrole, enfin d'essence, en même temps qu'ils soient avec de la climatisation, etc. Plein de sophistication, plein de choses embarquées. C'était déjà l'Internet of Things sans qu'on le sache en 2004 chez Renault, mais en même temps l'utilisateur de mon véhicule, je veux qu'il ait qu'une chose à faire, c'est presser sur un bouton. D'où la notion de simple et complexe qui devient la simplexité et que chacun de vos utilisateurs dans l'entreprise explore aujourd'hui. En même temps, l'enjeu, on l'a vu tout à l'heure, c'est cette agilité et cette rapidité, c'est-à-dire de faire toujours plus. L'environnement concurrentiel, le monde actuel dans lequel on est, nous impose d'avoir des réponses toujours plus rapides, toujours plus agiles. Heureusement, les technologies de DevOps sont là pour nous y aider. Pour autant, cela reste un enjeu pour chacun d'entre vous et chacun d'entre nous. Au final, également, l'intégration, puisque une entreprise, elle fait partie d'un écosystème, elle a des clients, elle a des partenaires, parfois elle se merge ou parfois elle acquiert d'autres organisations. Donc l'intégration devient une problématique structurelle de la transformation numérique. Et aujourd'hui, une des caractéristiques qu'on attend du système d'information, c'est sa modifiabilité. Qu'est-ce que c'est la modifiabilité? C'est tout simplement, chacun d'entre vous a entendu parler des architectures de microservices, c'est la capacité à faire évoluer ce système d'information. Ça s'impose à nous. Une fois de plus, les entreprises d'aujourd'hui doivent gérer toutes ces contraintes en même temps dans des temps très courts et avec des moyens qui ne sont pas toujours ceux qu'elles rêveraient d'avoir. Alors, beaucoup de contraintes. Comment assembler toutes les pièces de ce puzzle? Elles sont nombreuses et variées et elles évoluent très vite dans le temps. Il n'y a pas une réponse. Il y a plusieurs réponses à cette question de comment je me transforme. Et ce que nous avons comme habitude d'accompagnement de nos clients chez Red Hat, c'est d'essayer déjà au départ de cartographier. Où en suis-je? Où vais-je? Quelle est la trajectoire que je vais essayer de mettre en place pour aller me transformer? Donc vous avez ici d'où je pars, où je vais, et il n'y a pas une vérité de transformation, il y a autant de vérités que d'organisations ici présentes dans la salle. Cependant, il y a des réponses qui sont des réponses, je dirais maintenant admises, par la plupart de nos clients et par la plupart d'entre vous ici présents aujourd'hui, que les réponses aujourd'hui du cloud, des architectures de microservices, de la mobilité et du DevOps sont véritablement plébiscitées pour vous aider à vous transformer. D'ailleurs, l'un des intervenants l'a dit tout à l'heure, donc ça n'est pas nouveau. Chez Red Hat, c'est notre quotidien aujourd'hui que d'accompagner les entreprises à se transformer. Nous sommes connus pour notre operating system qui nous a qui nous a donné une certaine notoriété, mais aujourd'hui, je peux vous garantir que 100% de nos activités sont tournées vers la transformation des entreprises et vers ces technologies émergentes dont j'ai parlé. Donc au final, pour respecter le timing, puisqu'on m'a fait un petit signal de faire très attention à cela, toutes ces technologies sont dans notre portefeuille. Je ne vais pas ici faire la pub de Red Hat, ça n'est pas l'objectif, puisque mon objectif c'était plutôt de parler de la transformation numérique. Pour autant, cette transformation numérique, elle part, je dirais, de vos infrastructures existantes que vous êtes en train de cloudifier, jusqu'à la mise en place probablement de solutions de DevOps. 85% d'entre vous ont déjà lancé des études de DevOps. Une fois de plus, notre propos chez Red Hat n'est pas de dire que l'outil règle tout. Loin de là. Heureusement, nous avons une communauté de partenaires qui accompagnent également les clients sur les aspects de méthodologie, d'évaluation, de tests, de challenge de ces différentes solutions. Nous sommes présents ici derrière ces portes pour répondre à toutes vos questions, pour vous faire part aussi des retours d'expérience de l'ensemble de nos clients sur ces sujets-là. Nous avons dans toutes les industries des retours d'expérience de transformation, dans le DevOps,
dans la mobilité maintenant et dans la cloudification. Et je terminerai avec peut-être un petit scoop, mais qui n'en est certainement pas un parce que vous êtes hautement connectés les uns et les autres. Nous avons eu un accord historique avec Microsoft la semaine passée. Est-ce que vous l'avez entendu ? Non ? Ok. Donc, dans la continuité de cette cloudification de vos organisations, il y avait un acteur important du marché qui est Azure, qui ne savait pas apporter de support sur les solutions Red Hat et qui considérait que c'était un petit peu un caillou dans la chaussure. Ceci est réglé, donc désormais, ceux parmi vous qui sont clients de Azure pourront y voir héberger vos infrastructures Red Hat, ainsi que bien d'autres choses qui vont arriver. Restez connectés sur le sujet. Je vous remercie.